Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du sida. Vous connaissez très bien cette maladie, mais la connaissez-vous si bien que ça? Je vais quand même essayer de vous apprendre quelques trucs à ce sujet. Avant que la vidéo ne commence, vous le savez, petit j'aime, petit commentaire, on s'abonne à la chaîne, ça fait plaisir et ça m'aide énormément. Et maintenant, c'est parti pour un nouvel épisode de Panacée pour étudier le sida. L'histoire commence en mai 1983, date à laquelle deux Français, qui s'appellent Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi, Moi, je suis un vrai scientifique. identifient un nouveau virus qu'ils baptisent Lymphadenopathy Associated Virus. Can you speak English? C'est un virus qui finalement changera de nom quelques années plus tard pour donner le virus d'immunodéficience humaine, le VIH, qui donne la maladie SIDA. SIDA, VIH, quelle différence? Ah oui, c'est vrai, clarifions les termes. SIDA, ça veut dire syndrome d'immunodéficience acquise. C'est un ensemble de symptômes qui apparaissent après une infection au VIH. Donc VIH, c'est le virus et SIDA, c'est la maladie qui est causée par le VIH. Donc quand on a le SIDA, on est forcément infecté par le VIH, mais quand on est infecté par le VIH, on n'a pas forcément le SIDA. En fait, le sida, c'est le stade final de la maladie. Si on est traité, si on prend des médicaments, on n'atteint pas le stade sida. Rien compris, moi. Immunodéficience, ça veut donc dire que les cellules immunitaires sont impactées? Ah, c'est pertinent ce que vous dites. Effectivement, avec le VIH, on aura de moins en moins de cellules immunitaires. Et en fait, on ne meurt pas directement du sida, mais des maladies, des infections qui vont arriver avec le fait qu'on ait de moins en moins de cellules immunitaires. C'est ce qu'on appelle des maladies opportunistes, c'est-à-dire qu'elles apparaissent uniquement chez un patient qui a peu de défense immunitaire. Et donc les patients ne meurent pas en fait du sida, mais de ces maladies opportunistes. D'accord, ouais. Opportunistes, ouais, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est un peu comme toi quand tu passes voir tes grands-parents à Noël. Si. C'est honteux. Mais d'où il vient ce virus, le VIH? Théorie du complot brûlée sur le bûcher. Durant le XXe siècle, on va avoir un brassage des virus qui vont passer de l'animal à l'homme, et donc ça va créer plein de nouveaux virus. Je connais cette théorie, oui. Bon, en fait, on ne connaît pas grand-chose sur les débuts du VIH, on ne connaît pas le mode de transmission de l'animal à l'homme. Oh non, pas ça! Mais il aurait pu s'agir par exemple d'une contamination par voie sanguine, notamment quand les personnes découpent les animaux qui sont infectés, ou alors une morsure par un animal infecté. On pense que ce virus est apparu dans le bassin du Congo dans les années 1920, mais en fait cette maladie s'est surtout révélée dans les années 70. On le sait, les relations homosexuelles entre hommes représentent la plupart des personnes infectées. Gaëtan Dugas, c'est un steward canadien qui est homosexuel et qui a longtemps été considéré comme le patient zéro, c'est-à-dire le premier cas de séropositivité. Et en fait, finalement, on s'est aperçu que c'était pas lui. Wallah, c'est pas moi. Le zéro est toujours inconnu. Actuellement, il y aurait plus de 38 millions de personnes séropositives dans le monde, et ce sont plus de 40 millions de personnes qui sont mortes du sida depuis ses débuts. Petit rappel maintenant sur les voies par lesquelles on peut être contaminé par le VIH. La voie sexuelle, c'est la voie principale. Je pensais que ce serait tabou, mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. En fait, la transmission se fait par contact entre les muqueuses génitales, anales ou buccales avec des sécrétions sexuelles ou du sang. Mais moi, je veux faire l'amour! La probabilité de transmission varie entre 0,005% et 0,5%, donc c'est pas beaucoup, mais par multiplication des actes, parce qu'on ne fait pas l'amour qu'une seule fois, on augmente ses chances de gagner le gros lot. Je veux faire l'amour! Le préservatif est la meilleure solution pour se protéger de cette transmission. La voie sanguine, par exemple avec des aiguilles infectées, que ce soit dans le milieu professionnel pour les infirmières, les médecins, ou dans le cadre des drogues. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Ça peut aussi arriver avec le piercing, les tatouages, etc. Le risque est plus élevé que pour la voie sexuelle. On estime que c'est une probabilité de 0,7% pour un partage de seringue et jusqu'à 90% pour une transfusion sanguine. On peut aussi avoir une transmission mère-enfant, et ce à plusieurs stades. Continuez, Jackson, vous m'intéressez. Au moment de la grossesse, de l'accouchement et de l'allaitement, qui donc est déconseillé. Petite pause dans la vidéo, je me suis renseigné auprès d'une personne séropositive qui m'a indiqué que si la personne séropositive suivait son traitement avec une bonne observance, cette personne ne transmet plus la maladie. Elle peut donc avoir des enfants et mener une vie normale. On peut donc parler en quelque sorte d'une infection chronique contrôlée. Comment ça se passe au niveau immunitaire? Les lymphocytes TCD4+, c'est leur petit nom, ce sont les cellules qui vont être infectées par le VIH et qui va les parasiter jusqu'à ce qu'elles éclatent, et ce qui permet de libérer plein de virus qui, à leur tour, vont infecter de nouveaux lymphocytes. En l'absence de traitement, le patient aura donc de moins en moins de lymphocytes, ce qui le fait évoluer inéluctablement vers le stade SIDA. Avec le stade SIDA, l'espérance de vie est de 10 ans.
J'ai le droit de vivre un peu. Alors qu'avec un traitement, l'espérance de vie est grandement augmentée. Au niveau des symptômes, ça va dépendre du stade auquel on est. Je précise d'ailleurs que ces symptômes ne sont pas du tout spécifiques au sida, donc ce n'est pas grave si vous présentez ces symptômes, rassurez-vous. D'ailleurs, il y a généralement assez peu de symptômes pour une infection au VIH. Au premier stade, on peut avoir par exemple des ganglions qui vont gonfler, de la fièvre, une perte de foie... Pas de foie, mais de poids. Au premier stade, on peut par exemple observer des ganglions qui gonflent, de la fièvre, des manifestations cutanées, une perte de poids. Ou on peut aussi avoir des infections à répétition, comme par exemple les infections opportunistes, comme la pneumocytose, la toxoplasmose cérébrale ou la maladie de Kaposi. On entend aussi souvent parler du muguet, c'est un champignon qui pousse au niveau de la bouche. Le diagnostic est réalisé par un test qui va détecter les anticorps au VIH dans le sang. Afin d'éliminer le risque de faux résultats, on va confirmer ce diagnostic par un second test. Effectivement, ce serait assez délicat de dire à un patient « Vous êtes atteint ». C'est vrai ? Non. Alors que finalement, il ne l'est pas. À la boulette. Donc on préfère quand même confirmer. Attention à ne pas faire le test trop tôt. Parfois, il y a des patients qui sont positifs, mais qui font le test trop tôt. Et donc, ils sont diagnostiqués négatifs parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps de faire des anticorps. Mais il existe aussi des tests qu'on peut faire en l'absence d'anticorps, qui sont réalisés de façon précoce. Si le test s'avère positif, on va essayer de prendre en charge le patient le plus rapidement possible pour éviter qu'il évolue vers des stades plus importants de la maladie. Vous le savez certainement, il n'existe à l'heure actuelle aucun traitement définitif au VIH. Mais il existe quand même des traitements dont l'objectif est de maintenir une quantité suffisante de lymphocytes pour qu'ils puissent se défendre contre les infections, et de diminuer le plus possible la charge virale, c'est-à-dire le nombre de virus dans le sang. Malheureusement, ces traitements ont beaucoup d'effets indésirables, fatigue, troubles digestifs, fièvre, plaques rouges sur la peau, lipodystrophie, dyslipidémie, maux de tête... C'est pas les plus agréables. Malgré ces effets indésirables, le traitement doit être suivi avec grande rigueur, sinon il peut devenir inefficace. Il y aurait quand même 2 cas de guérison dans le monde. En 2012, un patient subit une greffe de moelle osseuse, ce qui lui permet indirectement d'être soigné du VIH. Aussi, il y aurait jusqu'à 1% de la population mondiale qui possède une mutation génétique qui bloque l'entrée du VIH dans les cellules. En 2019, on a pris des cellules avec cette mutation génétique qu'on a transplantées chez un patient séropositif qui est depuis miraculeusement en rémission. L'OMS espère mettre fin à cette épidémie de sida avant 2030. Et là, vous allez me dire, mais attends, pour le Covid, on a sorti un vaccin en quelques mois, comment ça se fait que là, depuis 40 ans, on n'arrive toujours pas à trouver un vaccin contre le VIH? Qu'est-ce que c'est cette question-là? C'est particulièrement complexe car il n'existe pas un VIH mais des centaines et en plus le virus s'intègre au génome du patient. Donc c'est très compliqué. Bref, vu qu'il n'y a pas de vaccin, il n'y a donc que la prévention. Un préservatif, c'est très facile à utiliser, c'est pas cher et ça se trouve partout. Protégez-vous. Et un seul, parce que mettre 2 préservatifs, c'est dangereux, parce qu'avec les frottements, en fait, ça risque de les déchirer. Donc, un seul. C'est la fin de cette vidéo, j'espère réellement que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un j'aime et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait très plaisir. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.